Bonjour aux entrevues Inspirer l'équilibre de Effet PH. Aujourd'hui, on reçoit Nancy Squires. Salut Nancy! Bonjour Hélène! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, vraiment bien. Il fait très beau, c'est merveilleux. Alors, Nancy, j'aimerais ça, s'il te plaît, que tu te présentes, que tu nous parles un peu de toi et aussi de ton entreprise, le Silo. D'accord. Alors, je m'appelle Nancy Squires. Je suis propriétaire du silo Épicerie Bio-Vrac depuis 5 ans déjà. Donc, on a une succursale qui est située dans l'est de la ville de Sherbrooke. Et puis, on a un tout nouveau bébé maintenant qui est à Rock Forest. Donc, on a maintenant 2 silos, 2 offres d'aliments biologiques en vrac à Sherbrooke. C'est une épicerie qui se spécialise dans une offre de produits locaux d'abord, biologiques en vrac, donc avec le minimum d'emballage possible. Et puis, évidemment, on évite le gaspillage alimentaire, on travaille vraiment avec nos producteurs locaux, tout ça. Fait que c'est vraiment un concept global pour une alimentation qui est plus cohérente avec des valeurs environnementales. Et puis, si je peux juste comme parler un petit peu de mon parcours Oui, tout à aussi. fait. C'est ça, moi, dans le fond, j'ai un background j'ai un bac en géographie. Et puis, j'ai une maîtrise en environnement. Je me suis spécialisée en gestion des risques environnementaux. Et puis, de fil en aiguille, avec les différents travail, job que j'ai eu à toucher dans tout le monde de l'alimentaire. Et là, j'ai fait « Oh my God! » L'alimentation, c'est vraiment une plaque tournante en environnement et le citoyen a vraiment un pouvoir d'action, en fait, à ce niveau-là pour renverser la vapeur, puis qu'au lieu que ce soit un impact négatif qu'on ait sur l'environnement, de développer un projet qui va faire en sorte que le citoyen va avoir un effet positif sur l'environnement. Donc, voilà, fait que c'est un petit peu mon parcours professionnel. Excellent. Justement, tu parlais de ton parcours professionnel, mais au niveau personnel, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller étudier là-dedans? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine-là? Depuis que, si je peux dire, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours aimé la nature, l'environnement, prendre soin de mon milieu. Je me rappelle en 6e année, il commençait à avoir des bacs de recyclage. Le recyclage a commencé. Moi, je faisais ma 6e année du primaire. Puis, on pouvait partir avec un bac de recyclage, puis c'est moi qui ai amené ça chez nous, puis mon père. Mon frère, il trouvait ça bien drôle que je veuille recycler. Tu sais, j'étais comme... Je sortais de nulle part, puis c'était moi qui faisais le recyclage, puis qui a amené ça. Donc, j'ai comme, depuis très longtemps, en fait, cette conscience-là de mon environnement, puis de l'impact que moi, j'ai sur mon environnement. Ça a été quand même, tu sais, je suis pas une green foncée non plus. Tu sais, souvent, je dis qu'il y a tout un apprentissage qu'il faut que ce soit cohérent avec nous-mêmes quand on fait des transformations environnementales, puis de pas les faire nécessairement par culpabilité. Donc, fait qu'il y a eu tout un chemin de conscience, là, si on veut, là-dedans. Puis, c'est ça, je pense qu'il y a des professeurs aussi qui ont marqué mes choix de carrière. Entre autres, en géographie, là, au Cégep du Vieux-Montréal, j'ai un prof de géopolitique puis de géographie humaine qui m'a fait triper bien raide. Puis ça a fait en sorte que j'ai lâché mon programme. J'étais en photographie, puis je me suis en allée en sciences humaines. J'ai embarqué au bac en géo. Et le bac en géographie est très, très collé sur toute la question environnementale en ce moment. Donc, j'ai poursuivi là, avec la maîtrise en environnement. Donc, voilà. Fait que, tu sais, ça m'anime, ces questions-là. Puis, je suis comme dans un débat intérieur sur comment moi, je peux faire pour être plus en harmonie avec mon environnement, puis comment je peux faire rayonner ça pour que tout le monde fasse un petit peu ce chemin de conscience-là. Parce qu'actuellement, c'est quand même assez impressionnant l'impact de l'humain sur notre planète qui s'en prend toute une claque. Là. Fait que, ouais. Hey, super intéressant. Donc, en fait, du plus loin que tu te souviens, tu avais cette fibre-là en dedans de toi.
Oui, exactement. Oui, oui, ça vient vraiment de... Ça vient de loin, ça vient de... Je me rappelle tout petit de prendre, d'observer juste les fourmis. Moi, je viens de l'Est de Montréal, dans les raffineries. OK. Dans ma cour, il y avait du sable, puis il y avait des fourmis, puis je prenais les sables, puis je l'avais mis dans un pot, puis j'observais comme ce qui se passait, comment elles travaillaient, puis tout ça. Puis après ça, je les remettais au sol, là. Mais tu sais, j'avais cet intérêt-là de comprendre comment ça fonctionne, le vivant, en fait. Fait que ça remonte de bien, bien loin. Ouais. Cool. Tu dis tantôt que le silo a 5 ans. Est-ce que tu vois une différence entre il y a 5 ans et maintenant? Au niveau de la clientèle, au niveau de l'engouement, c'est quoi tu vois comme évolution? Oui, oui, clairement, depuis le début, il y a vraiment la clientèle dans l'Est, elle s'est vraiment bien établie, bien implantée aussi. Au début, on n'avait pas beaucoup de clients. On a ouvert l'été. L'été, j'ai comme appris que l'été au silo, c'est notre période creuse. Fait que ça a commencé client par client. Puis un cadeau que j'avais, moi, au début, quand les gens venaient nous voir, c'est depuis que je viens au silo, je vois les emballages. Je vois pas les emballages juste dans l'alimentaire. Je vois les emballages partout. Donc ça a été vraiment un cadeau parce que j'ai beaucoup de clients qui m'ont fait cette remarque-là. Puis je pense que même ceux qui me le disent pas se sont mis à être comme plus à l'affût, en fait, de est-ce que je serais capable de mettre mon bac de recyclage au régime, finalement, puis de travailler en amont? Fait que ça, on l'a vu. Ce qu'on a vu aussi beaucoup, c'est des clients qui, au début, venaient chercher quelques items et qui, à un moment donné, se sont appropriés cette épicerie de quartier et en font principalement leur épicerie. Donc, ça a commencé par quelques ingrédients, puis maintenant, ben, c'est comme leur majeure partie d'épicerie, puis ils vont peut-être compléter ailleurs. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu, puis que je suis comme « Oh wow! » Parce qu'en achetant au silo, ben, il y a plein de produits locaux, il y a du bio, les produits ont vraiment un impact sur l'économie locale, sur la santé des cours d'eau, des sols. Donc, tu sais, il y a plein d'avantages. Fait que je suis super contente. Fait que je te dirais qu'au niveau de l'évolution de qu'est-ce que je vois, c'est vraiment ça, là, le client qui prend conscience du pouvoir aussi qu'il a sur l'environnement. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Quand on va... on reçoit de l'information, de la sensibilisation sur comment faire telle affaire, comment réduire nos déchets ou peu importe. Mais ça reste de l'information, alors qu'au silo, moi souvent je dis c'est comme une épicerie école. Quand tu viens au silo, ben, dans la pratique, dans l'action, tu transformes une habitude alimentaire que tu t'étais peut-être même pas posé la question que tu allais la transformer, cette habitude-là. Mais là, parce que ça fonctionne comme ça, bien, tu le fais, puis hop, tu t'en prends conscience. Hein. Fait que c'est ça, je pense que ça a vraiment son impact là, ouais, à ce niveau-là. Fait que si je comprends bien, c'était pas nécessairement des purs et durs convaincus déjà à l'avance. C'était aussi des gens qui sont rentrés par curiosité puis qui ont appris avec le temps. Oui, exact. Fait que c'est sûr que les convaincus, ils cherchent ces endroits-là. Les convaincus sont à l'affût de cette information-là, puis fort probablement que toutes les espèces d'affaires de Facebook avec les réseaux sociaux qui réussissent, ils vont finir par le partager sur ta page parce que tu as un intérêt pour ça, puis tu vas découvrir ces nouveaux commerces-là, puis c'est génial. Mais là, ce qu'on a vu, nous, dans les 5 dernières années, puis surtout dans les 2 dernières années, là, puis je pense que Pierre de l'Écolo-Boutique pourrait dire la même chose, on est sorti du convaincu, puis on est rentré vraiment plus vers un citoyen qui a envie de poser une action différente,
puis ça touche plus la masse, en fait. Fait que ça, c'est vraiment, ça, c'est ma paye, là, tu sais, parce que mon objectif, c'était qu'on sorte de l'espèce d'étiquette du hippie grano qui va s'acheter sa petite bouffe. Non, tu sais, je pense qu'il faut sortir de ça, il faut vraiment aller dans la masse. Puis les citoyens, ils commencent à être de plus en plus proactifs là-dedans. Là, fait que ça paraît. Ça paraît. Puis même encore, l'automne vient de commencer, nous autres au silo, puis on a des nouveaux clients qui viennent, le cégep embarque. Tu sais, c'est comme, ça paraît, là, ça bouge, puis les gens sont au rendez-vous, là. Est-ce que, justement, tu disais avec l'automne qui arrive, est-ce que, bon, je sais qu'avec la pandémie, vous avez dû vous ajuster, vous avez dû faire de fermer puis ouvrir, que les gens puissent commander et tout, parce que c'était un peu touché au niveau sanitaire, en fait, là. Mais justement, avec toute cette vague-là d'acheter local, de consommer québécois, est-ce que vous avez vu une différence là-dessus? Est-ce que ça vous a apporté une clientèle de plus? Ou au contraire, les gens avaient un peu plus peur du vrac? En fait, au début, je te dirais que, ben là, au début, ça s'est passé comme en 3 étapes. Au début de la crise, les gens ont eu très, très peur de manquer de nourriture. OK. Fait que nous autres, on a fait des ventes en genre 3 jours. On était comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis là, c'est parce que les gens achetaient puis pilaient de la nourriture en cas de cataclysme extraordinaire. Et là, ensuite, les gens se sont mis à avoir très peur de se déplacer dans des lieux publics, tout simplement. Il y avait énormément d'incertitudes. On ne savait pas ce qui se passait, en fait. Je pense que c'était ça. Là, on ne savait pas ce qui se passait. Moi, j'ai pris la décision dans l'Est de fermer au public et d'offrir un service de prêt à emporter et de livraison. Parce que l'épicerie dans l'Est, c'est une épicerie de proximité. On est plus tassé, donc le 2 mètres était difficile à respecter. On a une communauté de personnes âgées. Fait qu'on a voulu protéger, puis on s'est dit, on va prendre ce temps-là juste pour avoir plus d'informations puis être capable de mieux faire les choses. Puis là, bien, au cours du mois d'avril, on en a appris plus, on a vu plus d'informations sortir. Puis quand on a réouvert, bien là, on savait mieux où s'en aller. Puis je pense que depuis, bien, nos façons de faire sont tout à fait respectueuses des mesures d'hygiène. Puis on a comme repris confiance aussi que les achats en vrac, c'est sécuritaire. C'est juste que ça prend des entreprises qui en font leur vocation. Puis nous, ben, on est déjà très high dans les mesures d'hygiène, entre autres parce qu'on est certifié bio puis que ça demande des exigences sévères. Fait que c'est ça, fait qu'on a réussi comme à adapter toute notre façon de faire pour que ce soit vraiment pour tout le monde. Puis là, ben, ça se passe super bien. Les gens sont au rendez-vous. Est-ce que le local, ça a eu un impact? Bien, je dirais oui, les gens, ils ont acheté locaux, ils ont été très, très présents, puis ils ont acheté en direct avec les producteurs. Fait que nous autres, on est point de chute pour le panier d'Émilou. OK, oui. Avant, on avait 30, 40 paniers aux 2 semaines. Donc, les gens venaient chercher leur panier de fruits et légumes. Depuis la pandémie, on a du 70 paniers par semaine. On ne peut même plus les rentrer dans le silo. Il faut les mettre à l'extérieur parce qu'il n'y a plus de place. Donc, il y a eu un engouement pour les maraîchers. Il y a plein de producteurs aussi, là, les gens vont acheter en direct. Donc, nous, ben, c'est sûr que ça a fait moins de ventes parce que les gens ne passent pas par l'intermédiaire. Mais ce qu'on sait, c'est que les gens vont vers du local. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis nous autres, on travaille avec nos producteurs, puis on a des produits internationaux. Fait que les gens viennent quand même compléter leur épicerie chez nous. Là. Fait que c'est ça. Ah, super! Fait que c'est ça. Fait que, puis en même temps, les gens, en allant chercher les paniers chez vous, ben, vous découvrent peut-être pour certains en plus. C'est ça, ils rentrent, ils vont compléter, parce que c'est sûr qu'on veut... je pense qu'on est tous à des endroits différents. Il y a des gens qui vont dire hey, « moi, je suis 100% local puis je suis capable de suivre les légumes de saison, les fruits
saison, tout ça. Mais on n'est pas tous rendus là. Il y a des gens qui continuent d'aimer les noix, d'aimer les bananes, d'aimer le beurre de pinot, puis ça fait partie de leur alimentaire. Puis d'enlever ça de leur alimentation, ça serait violent, en fait. Ça marche pas. Ils sont pas rendus là. Fait que tu sais, tant qu'à faire, ben continuons d'offrir ces produits-là, mais d'en offrir une de qualité. Fait que, puis ça, c'est correct. Puis nous, ben, on est là pour ça aussi, là, d'avoir cette diversité de produits-là. Super. J'aimerais ça que je sais que tu donnes une conférence sur les mythes et réalités du vrac. Oui. J'aimerais que tu me parles du plus gros mythe, selon toi, par rapport au vrac. Oui. Je te dirais que, parce que dans le fond, il y a comme des pôles, en fait. On est bons, les êtres humains, pour polariser, tu sais, ou pour cliver l'information. Fait que t'as celui qui va acheter full emballé, puis t'as l'autre qui, lui, va vouloir être zéro déchet, mais dans son extrême. Puis le zéro déchet dans son extrême, ce que ça amène, c'est qu'en fait, on démonise l'emballage. On vient démoniser le plastique mais l'emballage comme tel, il a aussi son utilité. En fait, l'objectif d'un emballage, c'est de venir aussi protéger un aliment pour pas le gaspiller, cet aliment-là. Fait que ce qu'on voit, nous autres, souvent, c'est qu'on se fait demander des produits en vrac. Tu sais, vous n'avez pas des céréales cornflakes en vrac. Vous n'avez pas de chips en vrac. Votre tofu, il n'est pas en vrac. Ben non, ces produits-là ne sont pas en vrac pour des raisons de fraîcheur, pour des raisons on ne veut pas abîmer le produit. Puis, on veut limiter le gaspillage alimentaire. Puis, on a fait des tests là, en 5 ans, on a essayé des affaires, puis on était juste comme, ben là, non, là, ça marche pas. Puis, il y a l'autre aspect aussi au niveau de la rentabilité. Donc, ce qu'un supermarché n'a pas à vivre, c'est que lui, il ne va pas manutentionner le produit, il va manutentionner un sac qu'il va déplacer sur une tablette. Moi, j'ai toute une équipe en arrière. J'ai des remplisseurs à temps plein au silo qui manutentionnent les produits pour les transférer dans des contenants. Je ne sais pas si tu sais, mais transférer comme du miel d'un contenant à l'autre, comme le tofu, par exemple, que c'est mon exemple préféré parce que tout le monde fantasme sur le tofu en vrac. Bien, le tofu en vrac, il arrive emballé. Si je l'achète en vrac, il est emballé dans un emballage de plastique sous vide. J'ai 10 blocs qui sont emballés dans un plastique sous vide. Je dois l'ouvrir. Fait que là, j'ai quelqu'un en arrière qui ouvre le sac, qui le dépose dans un contenant en plastique, qui va devoir le mettre sur le plancher. Et à tous les jours, il va devoir changer l'eau, donc donner le bain au tofu. Et après 3 jours, j'ai une détérioration du produit. Je ne peux pas assurer aux citoyens consommateurs qu'il va arriver chez eux puis son tofu, il va durer 5 à 10 jours, parce qu'il peut avoir eu plein de choses. Fait que je le sais qu'il y en a des épiceries qui le font, le tofu en vrac, mais ça prend vraiment le volume. Puis, à un moment donné, il faut se questionner au niveau de est-ce que l'emballage actuel il est correct pour un tofu individuel versus 10 tofu emballés sous vide dans le même sac de plastique. Fait que nous, on fait vraiment toute cette réflexion-là. À chaque fois qu'on intègre un produit en vrac, on regarde pour qu'il soit vraiment le mieux possible conservé, le mieux représenté avec un minimum d'emballage, mais il faut que ça respecte tous ces critères-là. T'sais. Fait que, comme cette semaine, on voulait rentrer du beurre de coco en vrac, qui est différent de l'huile de coco. Et là, quand on a reçu le produit, on n'était même pas capable de le sortir de la chaudière. Il était tellement dur, on ne pouvait pas le manipuler. Fait que là, je ne vais pas payer mon remplisseur pour qu'il, avec sa hache ou sa chainsaw, il fasse des cubes de beurre de coco. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça que je pense que ça, c'est un des mythes. Est-ce que le vrac, c'est pour tous les produits? Non. Est-ce que les emballages sont tous mal? Non.
Donc, il faut savoir, il faut essayer de les minimiser le plus qu'on peut, mais l'emballage est pas mal en soi, il doit juste être bien utilisé. Donc, voilà. Puis aussi d'essayer d'éviter, donc ça, c'est la beauté de travailler avec des producteurs locaux, c'est que il y a moins d'emballage secondaire. Donc, qu'est-ce qu'un emballage secondaire? C'est que, comme vous, quand vous allez sur le plancher, vous achetez un produit qui est emballé. Puis si c'est un produit transformé, bien, en arrière, peut-être que l'épicier, lui, il l'a reçu emballé de cette façon-là. Sauf que ce produit-là, il a peut-être été dans des usines de transformation où cet amalgame de produits-là a été transformé. Il y a eu plein de sous-emballages, de réemballages, et c'est ça qu'on appelle les emballages secondaires, tertiaires. Fait qu'en ayant des produits le plus local possible, les moins transformés possible, bien, on limite aussi les emballages secondaires et tertiaires, puis on arrive vraiment avec un emballage primaire le plus simple possible, avec une livraison la plus directe possible. Puis ça permet vraiment de limiter le suremballage qui est lié à l'alimentaire. Ouais, super, c'est ça. Puis ce que j'aime dans ce que tu racontes, c'est ça. Puis le tofu, c'est toi qui m'en avais parlé la première fois aussi. C'est que on a le choix de faire est-ce que c'est est-ce que c'est en vrac, mais comme tu dis, le tofu, il n'arrive pas en vrac, ou je fais du gaspillage alimentaire. C'est ça, exactement. Donc, le meilleur choix, ben, on va éviter le gaspillage alimentaire parce que finalement, le plastique, il est totalement inutile à ce niveau-là, tu sais. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a des endroits où le plastique ou le type d'emballage a encore son utilité dans le mode de production qu'on est, tu sais. Puis à la limite, je veux dire, si je veux vraiment pas créer de déchets, bien, je vais acheter mes fèves de soya cru et je vais faire mon tofu, tu sais. Je pense que ça va être la ligne la plus propre, si on veut, tu sais. Mais là, ça, c'est pas tout le monde qui veut se lancer dans cette entreprise-là, là, de faire son propre tofu. Non, c'est ça. Puis bon, comme c'est le thème de notre entrevue, c'est inspirer l'équilibre, bien, je trouve que c'est exactement ça, tu sais. C'est trouver son équilibre entre ce que j'ai réellement besoin, ce que je dois faire, puis ce que j'ai comme temps et tout. Donc, exact. Si mon épicerie avait les moyens, pas les moyens, mais la capacité d'en vendre 10 blocs en une journée, ce serait une chose. C'est ça que tu me dis finalement. Mais au final, l'emballage est presque similaire. C'est ça, exactement. Puis on avait pensé aussi, on s'était dit, parce que là maintenant, on est super chanceux, on a du tofu qui est fait à Sherbrooke, qui est biologique, c'est fait au CVA. Fait que tu sais, c'est un super beau projet, puis on est vraiment là, on est super content d'avoir du tofu qui est transformé ici, là, qui est fait ici à Sherbrooke. Puis on regardait, tu sais, est-ce qu'eux, ils pourraient nous les offrir dans des chaudières, puis peut-être avec 2 livraisons semaine ou quoi que ce soit. Mais encore là, ça reste un produit sensible. Fait qu'on est, tu sais, c'est vraiment des fois, il y a des débats, en fait. Tu sais, au stylo, on débat sur ce genre de sujet-là. Puis tant qu'il n'y a pas un consensus, on ne va pas de l'avant. Parce qu'on a fait plein de tests, on a beaucoup d'expérience aussi par rapport à ça. Fait qu'on essaye d'arriver vraiment à un bel équilibre aussi là, pour limiter le gaspillage alimentaire, parce que moi, ça me ferait quelque chose aussi de balancer 5, 6, 10 tofu à la poubelle parce qu'ils ont viré, parce qu'il y a eu une bactérie dans, tu sais, ça peut arriver, c'est vraiment, on travaille avec du vivant. Fait que c'est ça, fait que je préfère limiter le gaspillage au maximum, puis avoir des emballages à certains endroits. C'est plus cohérent là, pour nous en ce moment. Oui, puis c'est aux consommateurs à s'informer justement de pourquoi c'est emballé, puis c'est quoi la meilleure solution. Puis justement, s'il trouve que finalement, bien, c'est de le faire lui-même, bien, ce sera son choix, mais il comprendra pourquoi. Je trouve ça super intéressant. Tu es une grande voyageuse, si je ne me trompe pas. Tu aimes voyager, tu aimes le plein air. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que tu aimes faire du slow travel. Oui. Donc, toi, c'est ça. Toi, c'est vraiment plus des voyages plus lents,
Tu es allée à Hawaï, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, fais juste m'en parler un petit peu parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps, mais j'aimerais ça quand même parler un peu du slow travel. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans et qu'est-ce que tu en gagnes, en fait? Bien, puis c'est une grosse question en ce moment parce que moi, je remets beaucoup en question ma possibilité ou d'être à l'aise avec le fait que je vais prendre l'avion pour me rendre à un endroit pour visiter puis faire le touriste, là. Fait que ça, tu vois, même mes voyages, comme dans les années qui viennent, ils sont un peu mis sur la glace à cause de questions environnementales. Puis je suis comme un peu plus rendue là aussi intérieurement, fait que ça me fait moins mal. Mais comme par exemple, quand je suis allée à Hawaï, c'est un rêve que j'avais. J'ai pas eu beaucoup de temps pour y aller parce que comme entrepreneur, ben il faut que j'arrive à condenser quand même. Mais, tu sais, je vais souvent m'organiser pour avoir un lieu. Je vais louer un appartement ou une petite maison ou quelque chose dans un village. Puis, à partir de ce point-là, ben je vais aller me promener, tu sais, je vais aller faire des randonnées, mais je vais essayer de m'imprégner plus du lieu. Puis c'est certain qu'un jour, j'espère, quand je vais avoir plus de temps, quand je vais partir en voyage, ça va être plus pour partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que je tripe plus à m'installer à un endroit le plus possible pour m'imprégner du lieu. Puis pas juste gober de l'information, puis prendre des photos en 3-4 clics, puis hop, 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 c'est fini, puis essayer d'être un peu comme gourmand de ça, parce que j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses, tu sais, fait que c'est ça. Puis c'est sûr que dans les années qui viennent, je suis pas certaine que je vais faire le tour de la Terre, là, tu sais, comme quand j'étais jeune, c'était ça mon objectif de vie. Là, je suis plus à dire, je vais aller voir, moi j'ai de la famille, mon père il habite en République dominicaine, fait que tu sais, je vais faire plus des voyages pour aller voir mon père, aller dans ce village-là que j'aime beaucoup, puis je vais y passer du temps. Puis mon chum, il est en France, fait que tu sais, je vais aller voir sa famille, mais on est, c'est ça, je suis en train de revoir mes besoins de voyageuse parce que c'est ça, ça a un impact sur ça a un impact négatif sur moi puis sur mon entourage là, fait que voilà. Pour être parfaitement en cohérence avec tout ton cheminement en fait, puis rendre tes voyages plus efficaces dans le sens de ben je vais y aller mais pour plus longtemps puis pour plus longtemps, exactement, pour des raisons peut-être plus familiales aussi. Mais l'idée d'être là en voyage, j'adore ça. Là. Puis je pense que je pourrais, moi, rester à comme louer une petite maison puis rester là pendant 3 semaines, ça me choque pas. Là. Ça me choque pas d'avoir visité juste le village à pied puis juste de rencontrer les gens. Puis je trouve ça super. Là, j'ai pas besoin de bouffer du paysage là, pour. C'est ça. D'aller aux endroits in et de voir les mosquées. Non, c'est ça, exact. Ça me nourrit plus de faire ça. J'en ai fait des voyages comme ça, mais ça me nourrit plus de faire ça. J'ai besoin de faire du plus petit. C'est ça. Small is beautiful. On va à un endroit, on émerger de ça, on s'enracine, puis à un moment donné, ben, il y a une façon aussi dans le slow traveling, ce qui est nice, c'est que quand tu arrives puis que tu restes plus longtemps à un endroit, j'ai plus l'impression de redonner aussi au lieu parce qu'il y a des rencontres qui se font, il y a des échanges et tout, alors que quand tu es toujours de passage en train de juste faire des photos du plus beau paysage qui a été écrit dans Lonely Planet, mais tu ne redonnes pas grand-chose au lieu. Tu fais juste passer, puis c'est ça, il y a comme un équilibre qui n'est pas super agréable là, dans le tourisme rapide. Là. Eh bien, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. C'était vraiment super. Merci, c'était vraiment intéressant. Donc, Nancy du silo de Succursale HM. Bien, merci beaucoup, Hélène.